Aujourd'hui dans Vianov, on parle de l'abandon des animaux. Comment aider les associations qui agissent sur le terrain? On en parle avec nos invités. Maintenant de suite. Bonjour à vous si vous nous rejoignez dans cette deuxième partie de Vianov au sommaire. L'abandon des animaux, comment aider les associations qui protègent, secourent et trouvent un nouveau foyer à ces petites bêtes? On en parle avec les bénévoles dans quelques instants. Oui, et puis Faustine va également nous présenter des applications pour aider les animaux. Et en troisième partie, nous retrouvons notre équipe santé, bien-être avec Naïsia et ses conseils beauté. Marjorie va tout nous dire sur le don du sang. Et puis Gilles Nadjari, notre dentiste star, nous expliquera sa technique révolutionnaire pour que les patients n'éprouvent plus de peur lors de leur visite chez le dentiste. Comme chaque jour, vous pouvez réagir avec le hashtag Vianov et nous envoyer toutes vos questions. Mais d'abord, c'est la revue de presse. Point de poisson d'avril aujourd'hui, Marie-Jo. Dans la presse. Non, je cherchais, mais je sais pas, je pense que ce sont les fake news. Et maintenant, il y en a tellement que finalement, on ne verrait plus la différence entre une fake news et un poisson d'avril. Donc, les journaux ont complètement renoncé à cet exercice. Non, je me suis intéressée à un tout autre sujet, du coup, la redevance audiovisuelle qui occupe aussi la presse depuis quelques jours. Alors, tout a commencé, en fait, le 29 mars dernier, quand Gérald Darmanin, sur le plateau de France 2, sur le JT de France 2, a déclaré que finalement, on pourrait la supprimer. Il a dit ça comme ça, il a dit on peut regarder la télévision et singulièrement la télévision publique sans avoir d'écran de télévision chez soi. Je pense donc que c'est un impôt qui mériterait de disparaître. Alors évidemment, cette redevance sert à financer l'audiovisuel public et le ministre est le ministre de l'Action des comptes publics. Voilà. Donc voilà cette déclaration. D'accord, c'est vrai que maintenant on regarde plus la télé sur son ordinateur. Ben, tout à fait. C'est donc le problème. D'ailleurs, France 2 mettait un petit graphique en montrant quand même cette réalité. C'est vrai qu'on regarde plus sur son ordinateur, mais c'est pas du tout anecdotique, la redevance. Ça touche quand même 30 millions de foyers et ça récolte quand même 3,6 milliards d'euros. Donc oui, on la regarde moins effectivement sur les écrans, mais il faut quand même voir comment ça peut fonctionner pour être payé. L'injustice à l'heure actuelle, c'est que ça touche que les foyers qui sont munis de la fameuse télé traditionnelle, le poste de télévision, comme on disait avant. Et oui, et le côté injuste ne fait pas du tout l'unanimité. Eh bien non, bizarrement, finalement, on aurait pu dire effectivement c'est injuste, enlevons cette taxe. Mais ça ne se passe pas comme ça et chacun y va de son petit commentaire. Alors je commence avec l'Express qui publie les déclarations du ministre de la Culture avec ce titre un peu cinglant. Le ministre de la Culture recadre Darmanin sur la redevance télé. Il a déclaré que c'était une proposition du citoyen Darmanin, mais c'est le ministre de la Culture qui est en charge de la réforme audiovisuelle. C'est donc la déclaration de Franck Riester qui parle de lui donc à la troisième personne. Oui, et puis ce n'est pas la seule déclaration, on imagine. Non. Alors depuis cette suggestion de Darmanin, le site de France Info, dont l'une des missions est aussi de donner la formation en continu, nous donne énormément de précisions. Alors moi j'ai tapé les mots-clés ce matin pour voir redevance audiovisuelle et j'ai eu quand même, on m'a annoncé, c'est marqué là, 68 réponses pour votre recherche. Et ces petits résumés comme ça s'étalent quand même sur 7 pages différentes. Alors avec, par exemple, tant qu'on n'a pas réfléchi à ce qui viendrait compenser la redevance, je crois que c'est un peu prématuré. Ça, c'était Hugues Rançon, donc député LR, La République En Marche. Ici, c'était donc Gérald Darmanin expliquer une position personnelle. Ça, c'est Julien Denormandie, le ministre. Enfin voilà, chacun y va de son commentaire. Il a parlé un peu trop tôt, notre ami. Ben, je pense qu'il a parlé un peu trop tôt, c'est sûr. Et puis voilà, en même temps, comme cette taxe est payée exactement au même moment que la taxe d'habitation, et on sait que la taxe d'habitation est vouée à disparaître, c'est pas complètement incohérent de déjà penser à l'après-taxe d'habitation. Donc, est-ce qu'on supprime cette redevance ou est-ce qu'on trouve un autre moyen de la collecter? Et l'humanité s'essayait déjà à cet exercice qu'allons-nous faire en décembre dernier en s'interrogeant effectivement sur la nouvelle taxe. Alors là, on voit bien effectivement que la télé est consommée d'une manière très différente. Et donc en 2019, nous disait-on, la contribution à l'audiovisuel public, donc ex-redevance télé depuis 2009, devrait se monter à 139,89 € en Outre-mer, comme en 2018. Avant, nous disait l'humanité, d'être réformée et de devenir une taxe à part entière en 2020. La grande question, disait l'UMA, PC, micro-ordinateur muni d'une carte TV permettant donc la réception de la télévision, smartphone et tablette, y seront-ils assujettis? Est-ce que cette taxe existe partout ?
C'est une question effectivement que je me suis posée et j'ai trouvé les questions les plus précises sur le site du Figaro avec justement cet article Redevance télévision, ce que payent nos voisins européens. Et là, il y avait un graphique qui était extrêmement intéressant sur justement les contributions européennes qui nous disent que la France, elle est plutôt bien lotie avec ses 138, 139 euros. Regardez, en plein milieu, la Suisse est quand même à 406. Hein. Non, c'est pas si mal que ça. C'est plutôt raisonnable en France, ça va. C'est très très raisonnable, c'est franchement raisonnable. Regardez, là on voit aussi la courbe d'augmentation. Alors évidemment, ça monte, c'est évident que ça monte, mais c'est passé quand même de 118 euros en 2009 à 139 en 2019. Donc en 10 ans, on a pris une petite vingtaine d'euros. Honnêtement, par rapport à ce qu'on peut payer maintenant en abonnement sur tout un tas de plateformes, c'est relativement peu quand même. Ouais, c'est une partie de financement de France Télévisions d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors là, si, justement. Tout à fait. Non, mais c'est très, très clair. Et le Figaro, faut qu'on parle après, Marie-Jo. Oui. Le Figaro nous montre justement comment c'est réparti. Et effectivement, France Télévisions, c'est la partie orange. J'ai plutôt bien doté. Bon, faut quand même me rappeler que France Télévisions, contrairement à Arte, c'est quand même 5 chaînes. Et surtout, justement, France 3 régions, c'est-à-dire beaucoup de proximité, beaucoup d'antennes régionales. Tout ça, évidemment, ça a aussi un coût. Merci. Voilà. Mais on sait à quoi elle sert. Bon, à quoi sert-elle, cette redevance, hein? À quoi elle sert, effectivement? Eh bien, elle sert justement à l'indépendance du service public. C'est ça qui est important. Parce qu'effectivement, de l'argent, on peut toujours en trouver, par exemple, avec les annonceurs, la publicité. Évidemment, ça rapporte beaucoup d'argent, sauf que quand on a trop d'annonceurs, quand on est trop tributaire des annonceurs, eh bien, ça a une influence sur le contenu. À un moment ou à un autre, on ne peut pas avoir des publicités avec des contenus dramatiques, des publicités qui sont très drôles, etc., etc. Donc, l'annonceur influence toujours plus ou moins le média. On essaye d'être donc sur France Télévisions un petit peu indépendant de ce côté-là. Et puis, ça permet aussi de diffuser des contenus qui sont peut-être moins évidents, qui vont moins drainer les foules, mais qui vont être sérieux, qui vont être informatifs et justement sans céder aux sirènes de l'audimat. Voilà, ça sert à être indépendant. Merci Marie-Jo. Et à faire une mission de service public. Oui, c'est ça. Merci beaucoup Marie-Jo. On se retrouve demain. On se retrouve demain. Pour d'autres infos. Allez, il est 12h31, c'est l'heure du débat de Vianov. Installez-vous, mesdames. Allez, chaque année, entre 60 000 et 100 000 chiens et chats sont abandonnés en France, malgré les campagnes de sensibilisation et les appels à la responsabilité des associations et des pouvoirs publics. Autre chiffre qui s'accroît, le nombre de cas de maltraitance signalés à la SPA. En 2018, 1000 signalements de maltraitance ont abouti à près de 400 dépôts de plaintes. Sur le terrain, les acteurs restent mobilisés toute l'année. Pour parler de leur engagement et de leurs actions, nous accueillons Martine Danèse, responsable de l'association Annie à toi, n'est-ce pas? Merci. À vos côtés, Laetitia Maranine, cofondatrice et secrétaire de l'association Équitable Corse. La journaliste Geneviève Moindreau, que nous connaissons bien ici, nous a rejoint. Activiste de la cause animale, c'est ça? Et bien sûr, Faustine Lemar. Voilà, qui n'a pas bougé. Bonjour, mesdames. Allez, commençons par un état des lieux en Corse. L'abandon est-il aussi fréquent qu'ailleurs sur le continent? C'est une évidence pour moi, je pense. Hein. Oui, nous, il y a une recrudescence des cas d'abandon liés, je pense, aux causes économiques générales. Donc la situation est la même dans tout l'Hexagone et en Corse. Oui. Martine, même constat pour vous. Je pense que le constat est identique, parce que de toute manière, toutes les associations de protection animale, la SPA en premier lieu, et celles qui sont sur le terrain, constatent qu'il y a effectivement une aggravation. Cette année, je pense que cette année, tout le monde s'est accordé à dire qu'on avait une flambée d'abandon. Oui, effectivement. Geneviève, quelles sont, selon vous, les causes de ce phénomène ? Alors, je pense que comme la Corse est un territoire rural, on peut peut-être avoir à tort l'impression que les animaux font partie du paysage. Oui. Donc, on n'a pas à s'en occuper. Et puis, la nature fera le reste. Donc ça, je pense que c'est déjà un état d'esprit qu'on a particulièrement ici. Voilà, si les animaux sont malheureux, sous-alimentés, malades, eh bien, après tout, la nature fera le reste, alors qu'en fait, pas du tout, quoi. Ce sont des êtres vivants et il faut s'en occuper. Bien sûr. Comment les refuges font-ils face à ce phénomène qui prend de l'ampleur, vous l'avez dit, un peu plus chaque année? Je laisse la parole à ma voisine, puisque nous n'avons pas de refuge, justement. Alors, je prends volontiers la parole, parce que justement, nous n'avons pas de refuge non plus.
que c'est un gros problème sur la Corse parce que on met de côté les obligations légales des communes qui est de créer sur leur territoire des fourrières. Enfin, j'aime pas trop le mot fourrière, mais des sites d'accueil de l'errance animale. Alors ça peut être chien, chat, ça peut être vache. Et les bovins, c'est un problème aussi chez nous. Ça peut être n'importe quoi, mais la commune a obligation de les tenir 8 jours, le délai légal, et ensuite de les proposer à l'adoption, de les vendre. Bon, ça, ce n'est pas suivi des faits par manque de moyens. Je pense essentiellement parce que la Corse est une multitude de petites communes qui n'ont pas forcément les moyens de le faire. Nous, association de protection animale, je pense qu'on aurait la volonté de faire un grand refuge. 2 refuges départementaux. Bon, maintenant, on est une grande collectivité, mais il faudrait vraiment que les pouvoirs publics prennent ça en charge, parce que les petites associations, nous, par exemple, on est en train de créer une châterie, et c'est le cas de beaucoup d'associations qui créent des châteries privées, avec le manque de moyens est criant. Donc il faudrait vraiment que les pouvoirs publics nous aident. Ça peut être que ça. On a actuellement des dons de particuliers, on fait des collectes, on se démène sur le terrain pour avoir ces fonds et ces moyens, parce que sans ces moyens-là, on ne peut rien faire. En premier lieu, je voulais dire, c'est la stérilisation. Notre engagement, nous, Association de protection animale, c'est la stérilisation. De la non-stérilisation, que ce soit des animaux de compagnie de particuliers ou des animaux errants dans les colonies, découlent toutes les nuisances et la conséquence, c'est la maltraitance. Vous disiez qu'un couple de chats ou de chatons, je dirais... Un couple de chats, on va dire pubères, voilà, c'est-à-dire à partir de 8 à 12 mois. En quelques années, combien 2400 chats. C'est-à-dire en 4 ans, vous avez une possibilité, une capacité de 4000 chats, de 2400 chats. Alors là, je reprends ce que disait Geneviève à propos de la nature. Oui, la nature fait le reste. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une souffrance animale qui découle de cette non-stérilisation et de cette prolifération. Vous avez une souffrance terrible parce que vous avez des maladies qui touchent les chatons, vous avez la consanguinité, vous avez les prédateurs. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une zone rurale, donc on a des milans, on a des chiens, on a des renards, on a toutes sortes d'animaux qui se chargent de réguler la population, au prix d'une souffrance terrible. Est-ce qu'il y a une aide par des vétérinaires, par exemple Moi, je dirais nos vétérinaires, en tout cas les nôtres, je ne présume pas des autres, mais je pense qu'il y en a beaucoup sur le territoire, ils sont extraordinaires. Parce qu'on a une aide. Bon, au-delà des tarifs, on a vraiment une aide logistique, parce qu'ils nous accueillent, on arrive avec un chat qui est à soigner, mais c'est en urgence, ils sont débordés, ils le prennent. Ils font des choses extraordinaires pour nous, pour les associations, au-delà de l'aspect financier, je dirais. Geneviève, manque de structure et manque de moyens sur le territoire ? Oui, et puis je pense aussi à un état d'esprit qui est particulier. Un animal, ça n'est pas un bien de consommation. Donc, quand on s'engage, par exemple, dans l'adoption ou quand on a envie d'avoir un animal avec soi, il faut qu'on se dise que c'est un être vivant et qui va faire partie de notre famille. On ne peut pas dire, voilà, j'ai un chat et puis... c'est pas un jouet. Ça n'est pas un jouet. Mais est-ce que c'est banalisé, justement, peut-être? Je pense, c'est un peu trop rapidement. Parfois, les gens n'y réfléchissent pas. Oui. Ah, le cadeau de Noël. Voilà. Oui, typiquement, là, on est dans le cadeau de Noël. Il y a un manque de prise de conscience et de responsabilité. Voilà. Il y a une nécessité d'éducation. Parce qu'on a un a priori, je pense que nous, on a un retard culturel, comme elle disait, mais c'est pas spécifique à la Corse. Encore une fois, il ne faut pas stigmatiser la Corse, je pense que c'est spécifique aux campagnes, aux endroits reculés et aux endroits où l'agro-pastoralisme prévaut. Donc, mais effectivement, il faut impérativement passer à autre chose. Et passer à l'éducation. Un phénomène de mode aussi, voilà. Nous, en ce moment, c'est à la mode d'avoir des chats. En ce moment, c'est à la mode. Ouais. Mais nous, association, on est là pour mettre des barrières. C'est-à-dire, on a des contrats qui obligent à la stérilisation à 6 mois. On a un droit de regard. Les animaux sont identifiés. Et c'est une obligation légale. Donc, on peut suivre nos animaux. On peut suivre nos adoptants aussi. Parce qu'une histoire d'animal, moi, j'insiste beaucoup sur le fait que c'est une histoire humaine. C'est une aventure humaine aussi. Et un vrai engagement. Un vrai engagement, parce que c'est un être vivant. On parle beaucoup des chiens, des chats, et finalement assez peu des équidés. Et pourtant, on a beaucoup de cas. Voilà. Vous n'êtes pas un refuge, mais vous orientez vers des foyers. On accueille. Quelle est votre action ? On a effectué plusieurs sauvetages de chevaux. Ça fait 10 ans cette année qu'on existe. Donc on a eu l'occasion d'effectuer plusieurs sauvetages ou des placements à l'adoption à la demande de gens qui ne pouvaient plus s'occuper de leurs animaux
et des gens donc, qui souhaitaient qu'ils finissent bien leur vie. Donc cela partait dans le bon sens. Donc on fonctionne avec des familles d'accueil temporaires, comme pour les chats d'ailleurs, et en attendant une mise à l'adoption définitive. Et je rebondis sur le phénomène de manque de responsabilisation aussi. On a beaucoup de demandes d'adoption de gens pour leurs enfants. Oui. Ah, ma petite, elle a commencé le cheval. Oui, quel niveau elle a? Elle a 8 ans, mais elle se débrouille très très bien dans un club. On va lui prendre un cheval. Et les gens n'arrivent pas à comprendre qu'un cheval de club qui travaille tous les jours, qui est très encadré, quand vous le ramenez à la maison, même le même que vous ramenez à la maison, il va goûter à la liberté. Et malheureusement, en général, ça le fait pas. Donc on a beaucoup de mises à l'adoption aussi. On récupère beaucoup de cas comme ça de chevaux que des gens ont achetés sans imaginer le niveau qu'il fallait pour monter à cheval, l'entretien que ça demande, temps, les moyens. Alors, demain, je souhaite adopter un équidé. Alors, parce qu'il n'y a pas que les chevaux, il y a les ânes aussi. Les ânes, les poneys, les mulets. Quels critères dois-je réunir? Alors, on vous demande déjà d'avoir du terrain. Oui. Un minimum de terrain. Un minimum, il y a un minimum Alors, la loi dit que l'équidé doit pouvoir se déplacer aux 3 allures naturelles, c'est-à-dire qu'il doit avoir la place de galoper, en gros. D'accord. Bon, après, ça dépend de l'âge aussi. Si vous avez un vieux cheval, vous accueillez un vieux cheval, il ne va pas passer ses journées à galoper. On va dire qu'à partir de 2000, 3000 mètres carrés, c'est déjà pas mal. D'accord. Mais en même temps, un équidé ne doit pas rester seul. C'est un animal grégaire, donc il lui faut un compagnon. Donc ça peut être... de préférence à un autre équidé. Le chat, ça le fait pas trop. Il y a des fois une chèvre. On aurait pu faire un coup double. Ça peut être une chèvre. Ça peut être un âne et un cheval. Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors, moi, pour avoir les deux chez moi, naturellement, s'il y a des ânes et des chevaux, ils vont rester ensemble. Oui. En revanche, par exemple, on a accueilli une ânesse qui avait grandi avec un cheval et elle ne recherche pas du tout la compagnie des ânes. Elle veut retourner avec les chevaux, c'est clair. D'accord, donc un terrain suffisamment grand. Un terrain, une compagnie. Une écurie ou un abri. Un abri, même naturel. Ça peut être une haie, des arbres, qui puissent se protéger du vent et de la chaleur aussi également. Souvent, ils cherchent plus l'abri quand il fait très chaud. Des clôtures sans danger. Et des bonnes clôtures, parce que l'herbe est toujours meilleure de l'autre côté. Et puis après, un minimum de connaissances quand même, parce que le cheval a un animal digestif très fragile, très sensible. Donc ça peut vite tourner au drame si on ne réagit pas, si on donne n'importe quoi à manger. Ça coûte cher d'acheter par exemple de l'alimentation pour les chevaux, de l'entretien? Un cheval moyen, on va dire, il faut compter pratiquement 150 € par mois, rien qu'en alimentation, sachant qu'il faut sans les soins. Sans les soins, sans ça. Sachant qu'en plus, il faut beaucoup de foin, c'est la base de l'alimentation, donc il faut trouver du foin, il faut le stocker. C'est ça. C'est ça. Voilà. C'est ça. Alors, on dit 150 € par mois juste pour l'alimentation, sans les soins. Ça peut être moins. Pour un équidé, on va dire ça. Et pour le chat, c'est, je crois, 800 € et le chien, 1500 €. Ce sont les chiffres de la SPA en moyenne. À l'année, alors? Non, à l'année, évidemment. Non, parce que nous, on était rarement. C'est à l'année le prix d'achat du chat, alors. À l'année, bien sûr. À l'année. Bon, il faut. Il faut mettre en avant, c'est surtout l'éventualité de soins vétérinaires qui sont très chers. Avoir un chat chez soi, ça coûte pas très cher. Ça peut être largement possible jusqu'au moment où il va vous faire quelque chose. Et là, ça peut partir très vite. Faustine, fidèle à vos habitudes, vous avez fait le tour du web pour venir en aide à nos amis les animaux. Alors la première appli qui a retenu mon attention, elle s'appelle GetPet et il s'autoproclame le Tinder des animaux. Oh, c'est pas mal. Mais oui, mais ça fonctionne. Exactement, ça fonctionne exactement comme l'appli de rencontre. On fait défiler de gauche à droite jusqu'à obtenir quoi? Un match. Voilà, un match. Commencez pas. Une fois qu'on a sélectionné son petit protégé, une première rencontre est organisée, puis un essai de 15 jours sous tutelle d'un éducateur et pour voir si le match est réussi et si ça fonctionne, et ben on y va. L'appli a été créée en 2019, c'est très récent et compte déjà plus de 5000 adoptions. Petit bémol, c'est en Lituanie pour l'instant. Ah, voilà, ça s'explique. On y vient. Mais non, mais ça commence à se développer ici. Donc dans le même style, Adopte-moi.
qui rappelle donc l'appli du même nom. Ça fonctionne de la même façon, donc en jouant sur la proximité avec les applis de rencontre, que ce soit dans un cas ou dans l'autre. Les animaux proviennent de refuges sélectionnés et ils développent aussi une version pour les chats. Est-ce que vous pensez que ce genre d'appli, ça favorise l'adoption dans de bonnes règles, je dirais? À mon avis, ça favorise peut-être l'adoption. Mais pas forcément. J'ai une crainte sur le suivi. J'ai une crainte sur le suivi parce on adopte trop vite, du coup. On adopte peut-être trop vite. Est-ce qu'il y a une prévisite? Est-ce qu'on rencontre les Il y a une refuges, prévisite et après il y a 15 jours hein. avec un éducateur. Un éducateur. L'avantage, c'est que pour les humains, il n'y a pas d'éducateur sur Tinder. C'est ça. Alors, moi, ce qui me fait peur dans ce genre d'application, forcément, tout est bon à prendre, mais ça s'adresse à un public très jeune. Ouais. Et très large. Il y a le très large de mode qui jeune, veut dire moins responsable. Enfin, je ne veux pas dénigrer le public, mais... Ou en tout cas, peut-être moins conscient des contraintes que ça implique. Mais c'est quand même une aide parce qu'on est quand même dans l'adoption. Oui. Oui, et dans l'adoption d'animaux qui ont été abandonnés. Donc bon. C'est pas un caprice de l'achat d'un animal ou. Ce qui me rassure, c'est que c'est en cheville avec des refuges, donc qui quand même normalement ont des critères assez sélectif. Ensuite, si on veut simplement, entre guillemets, venir en aide à un animal, il y a l'association Clic Animaux qui collabore sur des actions locales mises en avant sur le site par des porteurs de projets. Alors on peut venir en aide à un animal de plusieurs façons, soit en faisant un don à cet animal, un peu à la façon d'un crowdfunding, soit en faisant ce qu'ils appellent un clic solidaire. Chaque clic génère en fait des revenus publicitaires qui sont reversés aux diverses associations. C'est gratuit, ça prend 30 secondes. Vous connaissiez ce genre d'initiative? Oui, on connaît. Nous, on pratique sur Animal Web Action, je ne sais pas si vous en avez aussi entendu parler, qui fournit de la nourriture, des abris pour les chats, des couvertures. Et là, ça fonctionne sur dossier aussi. Nous, on travaille beaucoup avec eux. Oui, voilà, c'est comme un crowdfunding à un montant et on participe. Une sorte de parrainage. C'est gratuit pour tout le monde, c'est génial. Enfin, si vous avez déjà un animal qui s'est perdu ou que vous avez trouvé un animal, il y a le réseau Pet Alert qui est particulièrement efficace. Alors on peut aller sur le site ou aller directement sur la page Facebook et leur envoyer un message. Il existe en Haute-Corse et en Corse du Sud. C'est gratuit pour les annonces d'animaux trouvés, payant pour les animaux perdus. Ils s'occupent de tout, de la diffusion de l'alerte, de posters, des réseaux sociaux, des vétérinaires, des autorités. Ça coûte 9,90 €. C'est valable 1 an. On peut aussi être proactif en devenant watcher. C'est-à-dire que on participe à diffuser l'annonce, à repérer les animaux en dévagation, etc. Qu'est-ce que vous pensez de Pet Alert? Oui, Pet Alert existait, on s'en est beaucoup servi. Et puis en fait, sur la Corse, on a une équipe qui est hyper dynamique, qui est issue de Pet Alert, qui a créé Alerte Animaux. Alors, pour le coup, qui est entièrement gratuit. Et effectivement, on se sert plutôt d'Alerte Animaux. Mais il faut savoir que l'équipe de l'Alerte Animaux sur la Corse, elle est hyper très efficace. Très efficace. On peut faire appel à vous. Voilà, on fait du local. Enfin, dernière petite initiative qui est bien réelle cette fois-ci, c'est la ferme pédagogique Adinoud qui a ouvert ses portes en juillet 2019 à Borgo. Leur objectif, c'est l'égalité des chances, que tout le monde puisse apprendre à connaître les animaux pour lutter justement contre l'abandon et la maltraitance. Alors la semaine, ils reçoivent des scolaires et des publics en difficulté qui sont sensibilisés aux travaux de la ferme, qui donnent à manger aux animaux. Le week-end, c'est ouvert au public et tous les animaux du cheptel sont issus soit de l'abandon, soit de la maltraitance. Donc si vous avez des animaux à donner ou que vous trouvez des animaux, allez les voir, c'est à Borgo, à Dinouda. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Faustine. Geneviève, comment, selon vous, sensibiliser, lutter contre l'abandon ? Il y a des campagnes tous les ans, Alors, il y a des pays qui ont pris les autres. Je dirais qu'il y a des pays qui ont pris des mesures radicales, comme par exemple la Californie ou le Royaume-Uni, où l'achat dans les animaleries de très très jeunes animaux est désormais prohibé. Voilà, justement pour éviter les phénomènes d'emballement excessif et puis après s'apercevoir que finalement on n'est pas lié à vie avec cet animal. Voilà, donc ça c'est vraiment des mesures excessives. Après, je pense qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à aimer un animal. Voilà. Mais en tout cas, si on n'aime pas un animal, on n'est pas obligé de le maltraiter. Bien sûr. Donc, on peut très bien vivre sans aucun animal, chez soi ou à proximité. Mais si on décide d'en avoir un, il vaut mieux en avoir qu'un seul et bien s'en occuper,
plutôt que de vouloir comme ça multiplier les jouets parce que ce ne sont pas des jouets. Oui, Voilà. bien sûr. Peut-être aussi rappeler que l'abandon et la maltraitance ont des conséquences pénales. Et là, on n'est plus dans la prévention, on est dans la répression. L'abandon d'un animal domestique est assimilable à un acte de cruauté passible de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Laetitia, de la même manière pour la prévention et la répression s'agissant des animaux, des équidés? Le texte de loi existe maintenant et il faut que les pouvoirs publics suivent. Oui. On ne sent pas... Vous sentez que c'est léger de ce côté? Ouais. Il y a quand même une forte évolution, c'est que maintenant, avec les réseaux sociaux, on multiplie les dénonciations. En fait, je pense que maintenant, les actes de maltraitance se sont mis en lumière. La population est sensibilisée. Les gens, en ce moment, on le disait, l'animal est porteur. Donc les gens sont très sensibles à la maltraitance animale. Donc ils sont dénoncés, ils passent en tribunal beaucoup plus souvent, on en parle beaucoup plus. Et maintenant, on commence à obtenir les premières condamnations. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut développer. Effectivement, la loi existe, il faut l'appliquer. Geneviève. Voilà, si on est obligé de se séparer d'un animal, il faut le faire aussi sous certaines conditions. On voit un peu partout, y compris en Corse, à Ajaccio, des chatons, par exemple, qui sont mis dans les bennes à ordures, des chatons vivants, voilà, parce qu'on ne sait pas quoi faire. Eh bien, si on ne peut pas garder un animal, on va dans un refuge ou dans une structure spécialisée. On peut le faire dignement. Voilà, on peut le faire dignement. Et une dernière petite chose, oui. On n'est pas obligé de faire une portée à toutes les chattes. Voilà, au prétexte que ainsi elles vont découvrir les joies de la maternité. Si on ne sait pas quoi faire des chatons, eh bien on fait stériliser l'animal avant. On n'a pas besoin de remettre sur le marché encore de nouveaux chatons. Allez. Un dernier mot, adopter en refuge, adopter en association, vous aider ces associations à faire de la place pour en accueillir de nouveaux. N'achetez pas, si possible, adoptez. Adopter. Allez, ce sera le message. Le mot de la fin, oui. Allez, pour conclure, un autre rendez-vous, les 26 et 27 avril prochains, aura lieu au Palais des Congrès d'Ajaccio la 5e édition du Kaldanic Day. 2 journées de solidarité au profit du refuge de la Kaldanic avec des animations, un concours de dessin et un grand loto. Toutes les informations sont disponibles sur la page Facebook du refuge. Voilà, merci beaucoup mesdames. Merci pour toutes ces informations. Et n'oubliez pas, adopter plutôt que d'acheter, c'est vraiment mieux pour tout le monde. On va se retrouver pour la seconde partie de Vianov, la 3e plutôt. Ouais, la 3e partie. Allez, à tout de suite après le journal. C'est pas grave.